d'être là sur la chaîne de Carole Lacasse. T'attends quoi? Alors, Michel, il va se présenter, mais concrètement, Michel, comment ça s'est passé notre rencontre? Ben, c'est moi qui suis allée lui proposer de faire de faire cette interview sur ma chaîne parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup de par ses prestations en termes de conférencier. Alors, je vous invite à aller voir sa chaîne qui est sur YouTube, tout simplement, à son nom, Paul. Je mettrai Michel Poulaert, je mettrai en fait son lien et vous verrez que c'est quelqu'un qui a une énergie vraiment comme je l'aime et qui sait porter en fait son auditoire. Donc Michel, je vais te laisser te présenter et puis merci, vas-y. Voilà, tu l'as bien dit, Michel Poulaert. On ne dit pas Poulaert. Hein, ça, Ouais, bon, un nom belge, donc effectivement, il faut être belge pour savoir que ça se dit Poulaert. Je suis d'origine, hein, je suis d'origine. Ouais. Lacasse, par contre, ça fait plutôt sud-ouest. Alors, regarde, excusez-nous, hein, mais on va parler de nos origines. Je suis d'origine basque espagnole aussi. Et je suis d'origine belge par ma mère. Voilà, il faut dire tout maintenant. Il faut mettre son pédigré. Donc, on y va. C'est fait. Donc, je suis né en Belgique. J'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, j'ai quitté la Belgique. Je suis parti pendant 12 ans aux Pays-Bas. J'ai été cadre commercial pendant une vingtaine d'années pour une multinationale où j'ai développé le marché français. Je travaillais dans le monde de l'automobile. J'ai développé le marché français. Là-dedans, je me suis beaucoup épanoui. J'ai beaucoup aimé le marché de la vente. Je me suis beaucoup éclaté. Même dans tous les autres métiers que j'ai fait avant d'être cadre commercial, comme tout le monde, vers 20-25 ans, on touche un petit peu à tout parce qu'il faut gagner un petit peu sa vie. Et ce n'est pas parce qu'on sort avec des diplômes qu'on a directement une formation. Ça, c'est aussi toujours intéressant à constater. Mais voilà, donc ça a marqué ma vie. Ensuite, au bout d'une vingtaine d'années de commerce dans la même entreprise, je ne vais pas parler de burn-out parce que burn-out, je l'ai eu avant. Ça, donc, voilà, après, ça devient bateau de parler de burn-out. Tout le monde a un burn-out. Donc, c'est dingue, voilà. C'est dingue. Je ne vais pas parler de ça. Je vais parler plutôt d'une prise de conscience et d'un vrai ras-le-bol. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me renouveler régulièrement. J'ai besoin de dynamisme, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de me découvrir, de découvrir. Je suis un homme de défi et je déteste la routine. Alors, si je peux, alors je vais pas frapper sur la routine. Il y a du bon dans la routine. La routine, c'est ce qui nous permet de nous poser, d'avoir un cadre, de pouvoir être en roue libre. C'est très sain d'avoir une routine, d'accord? Sauf que la routine, à partir du moment où elle commence à nous plomber, c'est là où on peut commencer à se poser des questions. C'est qu'il faut vraiment commencer à faire autre chose et c'est que notre corps, notre esprit, nos valeurs… La routine subite ne te supporte pas, quoi. Tu vois, c'est ce qui est programmé, quoi. Voilà. La routine, si c'est moi qui le décide, ça va, mais la routine dans laquelle moi, je n'ai aucune influence, là, ça me dérange un peu plus. Donc, grosse remise en question. Cette remise en question m'a amené progressivement, je résume, hein, bien entendu, tu comprends bien, m'a amené à me rechercher, à me découvrir. Ce que j'aime, c'est l'homme, c'est l'être humain, et j'ai découvert là-dedans, dans cette quête de moi et de comprendre comment je fonctionne, que ce que j'aimais dans la vente, c'était surtout la relation que j'avais avec les autres. C'était plus kiffant que la vente en elle-même. Moi, je kiffais plus à fidéliser des clients plutôt que de faire des ventes. Et forcément, c'était un cercle vertueux. Les clients sont fidèles, ils achètent, et ils achètent quand même. Donc, ça, c'était mon approche et surtout mon besoin et mes valeurs. Donc, dans cette quête, je découvre que je me suis toujours, depuis tout petit, depuis même l'école primaire, toujours intéressé aux autres, donc forcément à la psychologie. De fil en aiguille, je tombe sur le développement personnel, sur le mot coaching que je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Donc, tu cherches, tu te dis, ouais, c'est génial, ça, c'est une voie qui peut m'intéresser. J'étais prêt à suivre une formation en psychologie. Quand je vois que ça durait 6 ans, j'étais prêt à le faire. Mais je ne me voyais plus bosser encore 6 ans pour la boîte. Donc, je me dis, aïe, ça va être compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, tu peux être aussi prisonnier de ton salaire. J'étais prisonnier de mon salaire. Quand on a des très, très gros salaires, c'est très difficile de retomber pas 2 fois moins, mais à 4 à 5 fois moins que ce que 4 fois pour moi, je comprends, ouais. Donc, tu deviens prisonnier de ton salaire et ça devient un vrai blocage. Donc, je découvre le monde du développement personnel. Je découvre, par le plus grand des hasards, je tombe sur une vidéo d'Anthony Robbins. C'est classique pour beaucoup de gens. Anthony Robbins, où je reçois une énorme claque dans la figure parce que son énergie, ce que j'entends, le contenu, tout me parle en fait. Tout me parle. Quand je l'entends, ce sont pour moi des évidences. Son authenticité aussi. Ah, oui, même si à un moment donné, je me suis posé des questions, mais je crois qu'effectivement, c'est une authenticité qu'il faut vraiment percevoir. Je pense que oui, je pense. Oui. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai vu authentique. Ensuite, j'ai cru qu'il n'était plus. Puis au final, je sais qu'il l'est. Donc voilà. Voilà, c'est ça.
comme quoi il ne faut pas rester sur les tranchées. Donc, je suis une formation en coaching pour avoir des backgrounds, des fondations, des bases. Et de là, pour moi, il était clair que j'allais devenir conférencier professionnel. Et quand je dis conférencier professionnel, c'était pas faire des conférences comme ça de temps en temps pour voilà, c'était vraiment en vivre. Ouais. Et ça, c'est une réflexion que je me suis fait en 2006 déjà. Donc en 2006, il faut se remettre dans ce contexte. Le monde de la conférence, on n'entendait pas parler en France, sauf que moi, ayant vécu 12 ans aux Pays-Bas et ayant grandi dans une culture anglo-saxonne américaine, parce que j'étais membre d'une église américaine, donc je connais tout ce qui est pasteur américain, etc. Moi, j'ai baigné là-dedans. Ouais, Donc, ça a aussi un impact sur ta façon de parler, etc., d'appréhender la prise de parole en public. Ça a un impact incommensurable sur sa façon dont on parle et de la façon dont je parle aujourd'hui aussi, d'ailleurs, même si je ne fais pas le prédicateur américain, mais ça a un impact sur toi quand tu grandis là-dedans. Donc, quand j'ai décidé de devenir conférencier professionnel en 2006, j'étais fou aux yeux de tout le monde. C'était quelque chose qui complètement taré. Tu veux devenir un gourou américain parce que là, les seuls qu'on connaissait, c'était vaguement les Américains. Quelques Canadiens, en 2006, ont commencé à parler de Martin Latulippe et de Patrick Leroux, par exemple, oui, je connais. qui eux aussi étaient au début de leur carrière, en tout cas, n'étaient pas aussi expérimentés que maintenant. Mais en France, j'étais fou. Les seuls conférenciers qu'on connaissait, c'était les politiciens, les professeurs, les institutionnels, les académiciens, les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau aussi, voilà, qui en reconversion, voilà, qui sont… Mais ce sont des gens qui ont des carrières centrales. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des bureaux de coaching, de formation, ce sont des consultants, ils vivent plutôt de ça. Moi, je voulais vivre de la conférence et j'étais fou. Donc, quand je rentre en formation de coaching pour faire mon master, je rentre avec cette idée précise. Moi, je fais un master juste pour avoir les bonnes bases, pour comprendre comment ça fonctionne, pour avoir vraiment une légitimité parce que j'en avais besoin comme tout le monde. Et puis, parce que j'avais conscience qu'il ne fallait pas jouer avec l'esprit des gens. Voilà, c'est ça. Je pense que, excuse-moi de t'interrompre, mais la légitimité, alors ça dépend. Je pense aussi que quelque part, ça nous rassure un diplôme ou pas. Ça nous rassure, tu parles de légitimité, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'on a des connaissances, mais le fait qu'on mette un diplôme nous rassure peut-être pour les autres. Alors, je ne cherchais pas le diplôme, ce n'était pas ma quête première, c'est ça qui est intéressant. En fait, je ne cherchais pas une légitimité diplômante. Et ça, c'est intéressant, à contrario où beaucoup de Français, et ça, c'est la culture franco-française qui veut. On est une culture très attachée au diplôme. C'est très franco-français. Moi, ce n'était pas le diplôme que j'allais chercher, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche, parce que je parle de légitimité, mais qui n'est pas diplômante. Moi, c'était une légitimité en termes d'outils. Je voulais, en tout cas, déjà très tôt, j'avais ce sens de responsabilité. Je ne voulais pas jouer avec l'esprit des gens. Et je voulais être sûr que ce que j'avais entre les mains étaient des outils qui étaient capables d'aider sincèrement les gens. Donc, c'est une légitimité en termes d'outils, de boîte à outils et avoir des protocoles qui me permettaient de dire, d'éviter de dire des conneries, en fait, tout simplement. Voilà, tu vois. Et tu as commencé ta première conférence en quelle année, alors, du coup, sur 2006 ou un peu plus tard? Alors, c'est compliqué à dire parce que des conférences, j'en ai donné énormément parce que j'ai écrit un autre livre. Mais disons qu'en 2006 est l'année où j'ai commencé à donner ma première conférence, j'ai envie de dire, dans le développement personnel. Donc, c'est vraiment purement dans le développement personnel. Ma première conférence, c'est en 2006. Et moi, j'ai une question à te poser là. Essaye de te remettre là, à cette période de 2006. Ah oui, je me remets très bien. Je m'en souviens très bien. Parce que mon parcours, je le connais très très bien. J'en ai géré. Donc, t'inquiète pas que je m'en souviens. Voilà, puis on se rappelle des choses qui sont marquantes, notamment la première conférence. J'imagine que tu te souviens, remets-toi un peu dans cet état d'esprit le jour où tu as dit, OK, là, ce soir, ou je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais je passe ma première conférence. Comment tu étais dans l'état d'esprit? Comment tu te ressentais? Comment ça se passait à ce moment-là? J'ai même pas besoin de réfléchir parce que c'est tellement vivace dans mon esprit. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu m'interviews, mais j'ai l'habitude que les gens viennent vers moi pour me demander comment j'ai fait. Donc, j'en parle tellement régulièrement que j'ai pas le temps de l'oublier. En fait. Voilà. Et puis, je te rappellerai demain, ça se trouve. Ma toute première conférence, alors, il faut remettre dans le contexte de 2006. En 2006, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Alors, il y avait éventuellement, il y avait les blogs, il y avait tous ces vieux blogs que l'on ne connaît plus aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de billetterie en ligne non plus. Il n'y avait pas de YouTube non plus.
Ça, il faut s'en souvenir. YouTube n'a que 11 ou 12 ans, si je me souviens bien. Ouais, il descend, mais ouais. Il y avait, à la rigueur, il y avait déjà Dailymotion qui était là à ses balbutiements. Dailymotion, d'ailleurs, sur Dailymotion, on peut encore trouver mes premières vidéos que j'ai laissées pour justement inspirer les autres et leur montrer qu'il ne faut pas être parfait pour commencer. Et ça, c'est vraiment important, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais donc, en 2006, je l'ai fait en artisanal. J'ai loué ma première salle. Je l'ai fait à Biarritz, parce que là, au moment où on parle, moi, j'habite dans le sud-est de la France, près de Biarritz. J'ai loué une salle avec mes propres deniers et j'ai commencé à faire ma propre pub, mais à la vieille façon, c'est-à-dire à imprimer des affiches et à mettre des affiches dans les boulangeries, dans les pharmacies, en parler bouche à oreille. Et c'est tout ce que j'avais comme moyen de pouvoir parler de moi. À l'époque, il y avait en revanche un site qui existait déjà, c'était On va sortir, OVS. OVS, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, quelqu'un d'On va sortir avait parlé de moi et donc ça a créé probablement un petit buzz. Et étonnamment, là où beaucoup de gens te diront que la première fois, ils en ont chié, moi, la première fois, j'ai eu un succès, un carton immédiat. C'est-à-dire que j'avais loué une salle de 80 places et j'ai dû refuser du monde. J'ai refusé du monde, donc c'était frustrant. Et j'avais fait une conférence de 3 heures à l'époque, hein, oui, de 3 heures. Je sais, aujourd'hui, quand j'en parle, j'en ris un peu. Et j'ai adoré, mais ce qui fait que j'ai adoré, c'est de voir la réaction des autres. Et j'ai vu, et c'est pas juste moi, mais c'est grâce au retour que j'ai eu de la salle, j'ai vu que j'avais un impact, même si je le savais, parce que depuis tout petit, je parle, je suis toujours le gars qui ouvre sa bouche, je suis toujours le gars qui représente les autres, j'étais toujours le délégué de classe, donc j'ai l'habitude. Mais là, tu jouais une carrière, tu jouais un tournant de carrière, donc il y avait des enjeux importants. Et là, je me dis, c'est bon, c'est ça que je dois faire, je me sens super à l'aise. En plus, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait du théâtre aussi, donc ça aide aussi, bien entendu. Voilà, ça, c'était ma toute première expérience. J'étais excité comme une puce. Je l'ai fait. Ça a super bien fonctionné. J'ai eu des succès. Et c'est après que j'en ai chié, en fait. Parce que là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, toutes les portes s'ouvrent à moi. Je suis le roi du monde. Je suis Anthony Robbins. Et j'ai commencé à prendre le melon dès la première fois. Et donc, j'ai commencé. Du terme, vraiment. Pardon ? Vraiment, tu as pris le melon ou c'est façon de parler? Non, je ne me suis pas pris le melon, mais disons que j'ai pris confiance. Sans me prendre le melon. J'ai pris confiance et je me suis dit, en fait, j'ai vu ça comme un indicateur qui me disait, vas-y, fonce, tu vois que ça fonctionne, donc vas-y. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai foncé, j'ai essayé de reproduire le modèle dans d'autres villes, Montpellier, Marseille, Toulouse. Donc, j'ai loué des salles avec mes propres deniers. Et donc, je l'ai fait ensuite à Toulouse. Zéro est venu. Je l'ai fait ensuite à Montpellier, zéro est venu. Et alors, quand tu sors de la salle et que tu vois que personne n'est venu, alors en plus, j'y croyais tellement que j'avais acheté mon propre vidéoprojecteur, parce qu'à l'époque, toutes les salles n'en avaient pas. J'ai acheté mon propre haut-parleur avec mon propre micro, parce que j'y croyais tellement. Donc, j'avais investi beaucoup d'argent là-dedans. Et je faisais des salles vides. Et donc, quand tu fais ton chèque à la sortie, tu te dis, voilà, j'ai plus que tes larmes, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Tu fais un bide. À Marseille, je fais 3 personnes, mais c'est parce que c'est juste ma cousine qui est venue avec 2 copines. Ah, c'est mignon. Voilà, et je l'ai faite quand même. Voilà, voilà comment j'ai commencé. Et alors, du coup, ce qui est vachement bien, du coup, c'est que tu as continué malgré tout, malgré ces bides, comme tu dis. Et sur quoi tu t'es remis en question alors à ce moment-là? Parce que quelque part, il y a une prise de. Tu vois, tu le dis toi-même, c'est-à-dire que tu as eu la grosse tête, c'est pas la grosse tête, c'est que tu te dis, oh, ça a l'air simple en fait. Je distribue, on vient me voir, et puis merde, là, personne vient te voir. Alors, je me suis jamais dit que ça avait l'air simple. Ce que je me suis dit, c'est que j'étais fait pour ça. C'est pas la même chose. Parce que j'ai conscience que tout succès demande du travail et demande de se casser la tronche. Ça, j'en avais fait des années que j'en ai conscience. Donc, simple, non, mais que c'était possible, oui. Et en fait, au bout de beaucoup de bides, je me suis posé une question, je me suis mis moi en question. Je n'ai pas commencé à dire, oh là là, les salauds de français, c'est vraiment un peuple de en revanche, ce que j'ai imaginé, c'est que j'étais peut-être trop tôt pour les Français. Je venais trop tôt avec ce concept pour les Français. Ce qui est vrai, avec le recul, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, le fait d'être l'un des premiers me permet aujourd'hui d'avoir du succès. Donc, on pourrait débattre longtemps sur ce qui est trop tôt ou pas. Non, en fait, je me suis remis en question et je me suis dit, écoute, on te connaît ni d'Ève ni d'Adam. T'es qui, toi, en fait? Est-ce que toi, tu serais prêt à payer 10, 15 euros pour aller voir pendant 2 heures quelqu'un que tu ne connais pas? Et clairement, ma réponse était non. Et de là, j'ai pris conscience que je devais travailler ma communication et ma notoriété. Si tu veux vendre, et en fait, j'ai repris mes automatismes de cadre commercial. Tu veux vendre un produit sans marketing, ton produit, on ne le connaît pas, sans publicité, sans communication. Si on ne sait pas qui tu es, si tu n'écris pas d'article, si tu n'écris pas de livre, si tu ne fais pas de vidéo, tu n'existes pas.
C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je le dis encore à beaucoup de gens qui veulent faire de la conférence. Beaucoup de gens veulent faire de la conférence, mais ils n'ont aucune vidéo, aucun blog, ils n'ont même pas une page Facebook, ils n'ont rien. Mais comment tu veux qu'on te fasse appel à toi si on ne te connaît pas? Et ça, c'était ma démarche très, très tôt. Et donc, je me suis dit, toute l'énergie que j'avais, tout en restant salarié, hein, ça c'était aussi un luxe que j'avais, c'est que j'étais encore salarié. Donc, l'argent tombait. Mal de stress, du coup. Ouais. Donc, je n'avais pas ce stress, je n'ai pas tout plaqué parce que je croyais en mon rêve, j'étais réaliste. J'ai construit mon business et mon rêve en parallèle de ma vie professionnelle que j'avais à l'époque. Et c'est-à-dire que mon rêve était pour moi tellement important qu'en dehors de mon travail, c'est tout ce que je faisais. C'est-à-dire que le soir, je ne faisais plus que ça. Je ne regardais même plus la télé, je sortais même plus. Tous les soirs, j'écrivais des articles. Tous les soirs, j'écrivais des articles. Puis j'ai commencé à faire de la vidéo. Je faisais déjà de la vidéo il y a 12 ans. Et donc, à force de construire, ça m'a permis de créer un lien, de créer une communauté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Facebook, la page qui s'appelle Source d'optimisme de Michel Poulard, j'ai 155 000 fans. Parce que justement, j'ai pris Facebook au vol quand il est sorti en 2008 ou 2009, c'est dans ces eaux-là aussi, 2008 je crois. J'ai commencé à publier quotidiennement, mais quotidiennement, inlassablement, sans me fatiguer. J'ai testé et l'avantage d'Internet, c'est un merveilleux laboratoire d'expérimentation et ça m'a permis d'expérimenter plusieurs sujets, plusieurs thèmes, voir ce qui intéressait les gens ou pas. Et Voilà. tes thèmes de prédilection, toi, tu vois, il y a beaucoup sur. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai vu, parce que je suis venue me voir une fois. Enfin, en tout cas, je t'ai vu. Enfin, bref, dans une conférence, hein, voilà, c'était sur l'optimisme, en fait, sur l'optimisme. Après, j'ai vu des trucs de toi sur l'audace. Alors ça Oui. me parle parce que je suis audacieuse. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venue, hein, parce que c'est comme ça qu'on les reconnaît, dirons-nous. Pourquoi tu as cru que j'étais inaccessible, c'est ça? Non, écoute, moi, ça me parle ce que tu dis. Là, exactement, parce qu'on a vraiment on se rejoint dans pas mal de choses. Moi aussi, j'étais commerciale. Par contre, moi, j'ai fait la bêtise de tout lâcher d'un coup, du jour au lendemain, de dire fuck the power et je vis de mon talent. Mais c'est sans te parler de moi, mais clairement, en fait, ce qui me parle là, c'est que quand tu parles de l'optimisme et de l'audace, moi, ça m'a amusé. C'est pour ça que je suis venue à ton encontre. Parce que moi, je n'hésite. Alors, j'ai peur de rien, c'est pas vrai, mais en tout cas, je fais les choses. Si j'ai un nom, bah, j'ai un nom. J'aurais au moins essayé, mais je reviens après. Hein. Mais si j'ai un nom, j'ai un nom. Donc, l'audace, pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et tu as vraiment. J'aime cette énergie un peu théâtrale. Tu m'en as parlé tout à l'heure en disant que tu avais fait du théâtre. Je me reconnais aussi là-dedans parce que effectivement, il y a du théâtre dans ce que tu fais. C'est presque un one-man show, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et je l'assume, je l'assume. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve, tu vois, par exemple, il y a une phrase que tu avais dite la dernière fois, j'avais beaucoup adoré aussi sur les conférenciers, et c'est ce que j'essaye de véhiculer aussi aux gens, c'est de dire, tu vas voir les premières secondes quand un conférencier va rentrer sur scène si tu vas t'emmerder ou pas, en fait. Tu vois? Tu n'as que 20 secondes pour faire en sorte que ton audience adhère à ce que tu vas faire. Voilà. Et ces 20 secondes, tu n'as même pas besoin de parler, c'est la façon dont tu viens sur scène qui va déjà avoir un impact sur ton audience. Et exactement. Tu le dis, mais moi je l'ai vécu et c'est véridique. Je me souviens qu'un jour j'ai donné une conférence et en général quand tu donnes une conférence, les gens viennent te parler à la fin. Et je me souviens qu'une des personnes, et ça m'a marqué sur l'importance même de la venue, de notre entrée sur scène. J'en avais conscience, mais ce jour-là j'en ai reçu vraiment encore plus conscience. La personne, ce qu'il faut savoir, c'est que je donne des conférences, 90% des conférences que je donne sont dans le sein d'entreprises, donc oui. C'est du corporate, donc lors de leurs conventions, de leurs séminaires, donc ce sont des cadres qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut voir dans le monde du développement personnel, c'est vraiment un cadre bien spécifique. Et donc ces gens-là se font chier dans leurs conventions, clairement. C'est rare que les conventions soient super sympas. Youhou, il y a le PDG qui a parlé, il y a le RH qui a parlé, il y a le chef des ventes qui a parlé. Ils savent tous très mal parler. Ils ont des PowerPoint à chier, donc ils lisent même leur PowerPoint. Ils font même dos, à leur audience. Enfin, ils sont fait chier pendant une journée, voire 2 journées. Et en plus, on leur donne un conférencier. Et comme on a l'habitude d'avoir des conférenciers qui parlent même très mal en France, et il m'a dit, écoutez, moi, je m'attendais à m'emmerder. Eh bien, la façon dont vous êtes venu sur scène, je savais qu'on allait passer un bon moment. Vous n'aviez encore rien dit que je savais que j'allais passer un bon moment. Le pouvoir, non seulement du non-verbal, mais la façon et notre posture, la façon dont on vient sur scène, a déjà un impact sur ce qu'on va dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ce que je disais, j'ai coaché récemment une parlementaire européenne. Et je lui disais, en fait, ton discours, enfin, la façon dont tu vas te parler, ça débute avant même que tu parles, en fait.
C'est-à-dire qu'avant même que tu dises tes premiers mots, la façon dont tu vas arriver, par où tu vas arriver, comment tu vas, enfin, ce genre de choses va déterminer, va déjà captiver ou pas ton auditoire. On est Et d'accord. tu peux être vraiment chiant et tu vois, tu mets le doigt dessus. C'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter, toi, oh, toi, Michel, parce que vraiment, l'énergie que tu donnes, et pour moi, c'est ça une bonne conférence. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles d'audace, tu parles d'optimisme. J'ai vu des conférences avec des gens qui parlent d'audace ou d'optimisme en étant presque morts sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Oh Et tu oui. te dis, waouh, et qui sont contents, non mais tu en es d'accord, hein, et qui sont contents après de leur conférence parce qu'ils n'ont pas bafouillé, parce que ceci. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a. Alors, on est tous perfectibles, hein, on est d'accord, hein, toi comme moi. Mais néanmoins, là, tu te dis, mais le minimum, c'est de faire vibrer ton auditoire. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu sais faire ça, tu sais véhiculer ça. Et je suis sûre que donc c'est super sympa de m'avoir donné l'astuce d'aller voir sur Dailymotion, j'irai voir tes premières vidéos. Mais on est d'accord que le conférencier que tu es maintenant, bah, tu l'es devenu. C'est-à-dire que tu Ah as oui, oui. beaucoup progressé aussi. Pour revenir à la question initiale, parce que tu me posais une question, est-ce que j'ai commencé par l'optimisme? Non, clairement non. J'ai commencé par faire d'Anthony Robbins, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'ai pris du copier-coller, j'ai pris tout ce qui me parlait, je l'ai mis à ma sauce avec ma propre Ouais. énergie, et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout ça que je devais faire. Et ensuite, je me suis cherché, parce que comme je le disais, bon, alors ça, c'est l'avantage de ne pas être connu. Quand tu n'es pas connu, et ça, c'est un message que je donne à tous tes auditeurs, je rencontre, mais alors, le nombre de gens qui n'osent pas communiquer parce qu'ils veulent que tout soit parfait avant de commencer. Ouais. Mais la perfection, tu ne peux l'atteindre que si tu merdes et que si tu foires. La perfection, tu ne peux l'atteindre que si tu testes, si tu fais des choses. Et puis, restons réalistes. Les gens qui vont voir tes vidéos, si tu n'as pas de communauté, c'est juste tes potes et ta famille, quoi. Donc, ça va, les dégâts sont limités. Hein, parce qu'on vient souvent me dire, ouais, mais tu te rends compte, si je me plante, l'image que je donne, mais l'image que tu donnes, t'en as pas encore. Donc, plante-toi. Voilà, et tu auras tout le temps. Plante-toi un max de temps avec tes amis et ta communauté. On s'en fout, c'est que des gens qui t'aiment, donc c'est pas bien grave. Mais en attendant, tu auras fait de l'expérience. Mais tu vois, ici, tu parles d'une chose qui est fondamentale aussi, qui est la culture de l'échec. Ben oui, oui, oui. En France, on a la culture de la gagne. C'est ça le problème. Et c'est vraiment un gros, gros problème en France. C'est d'ailleurs une de tes thématiques, je crois, hein. C'est Ah ça, ben hein? oui, tout à fait. C'est C'est d'ailleurs ça. ma dernière conférence s'intitule Pour réussir, oser échouer. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour réussir à échouer. En France, tu ne peux pas faire ça. En France, quand tu essayes de faire des trucs, tu vois, ça me parle ce que tu dis, c'est-à-dire que dernièrement, j'avais fait mes premières vidéos. Et même si je suis coach en prise de parole, c'est pas super facile de se voir, enfin bon, ce genre de choses. Donc, j'ai pas été moi-même Carole, la Carole qui peut être pleine d'énergie et tout ça. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit, oh vraiment, nana, mais vraiment, tu sais, les youtubeurs, maintenant, il faut comme ça. Je veux pas être youtubeur, moi, je veux faire passer des informations. Et en fait, on m'a cassé, tu sais. On m'a cassé en me disant, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. What? Je fais, tu vois. La culture de l'échec, elle est là. Je vais progresser, je progresse. Toi aussi, tu as progressé. Toi, ton métier maintenant, il est d'être payé pour parler. C'est merveilleux quand même. Absolument. Absolument. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, je rentre dans ma 6e année où je vis exclusivement de ça. Donc, ça fait 6 ans que j'ai donné ma démission auprès de mon employeur. Donc, tu vois bien qu'entre 2006 et il y a 6 ans, j'ai quand même galéré très, très longtemps. Pourquoi? Parce que j'étais seul. Parce que je n'ai pas de référent en France, parce que c'est un métier qui n'existait pas en France, qui maintenant, depuis ces 2 dernières années, est un métier en explosion en France. Donc la demande augmente pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'il y a le facteur TEDx qui fait que TEDx devient de plus en plus, rentre dans nos maisons, alors que moi, ça fait plus de 20 ans que je connais TED, je le regardais même quand j'étais en Hollande, donc je connaissais ça bien avant. Donc, il y a cet effet TEDx. Il y a l'effet aussi du développement personnel avec des événements comme l'Académie Zéro Limite de Martin Lantulip, comme la NBS de mes amis Yannick Alain et David Lefrançois. Tous ces événements-là font que on se rend compte que maintenant en France on peut parler, sauf qu'on ne sait toujours pas parler. Et c'est ça le truc. Donc en France maintenant on veut briller pour venir sur scène, on veut tous devenir des Michel Poulard, des Martin Latulippe, des Yannick Alain, des David Lefrançois. Et on oublie que derrière il y a des années de travail, de réflexion et de pratique sur scène avant d'y arriver. Parce que on a zappé tout un temps, mais j'ai galéré pendant des années pour y arriver. J'ai vraiment merdé pendant des années. Et j'ai dû m'accrocher à mon rêve, m'accrocher à à la volonté, et plus que la volonté, à la certitude que j'avais que ça pourrait fonctionner. Sinon, j'avais 101 raisons de laisser tomber, ça c'est clair.
Et tu sais, la prise de parole, alors c'est une phrase que j'ai mise sur ma page Facebook qui est la prise de parole. Attends, je me rappelle même plus. La prise de parole est en France ce que le fromage est aux Américains. Oui, exactement. Ah ben, c'est une très belle métaphore. Voilà, en gros, et c'est vrai. Et tu dis effectivement que beaucoup de gens maintenant ont envie de devenir alors conférencier ou faire des conférences. Toi, c'est ton métier de conférencier, c'est ça qui est excitant, c'est-à-dire véritablement tu fais des conférences, ce à quoi un jour j'aspire à devenir que ça aussi. Mais l'idée, c'est que faire des conférences, beaucoup me disent non, mais ça va, je suis plutôt à l'aise, je suis plutôt ceci. Mais on est d'accord que c'est pas que être à l'aise faire une conférence, c'est pas que. Alors bien sûr qu'il y a le discours, il y a tout ça. Mais tu me parlais tout à l'heure de gestuelle quand tu as ces gars là qui sont avec leur PowerPoint, ce genre de choses. On voit aussi des gens qui sont comment te dire, qui n'arrivent pas à qui s'écoutent parler en fait, tout simplement, qui s'écoutent parler, qui ne parlent pas pour autant à leur auditoire, mais ils sont très fiers de ce qu'ils ont dit, tu vois. Et bon, bien sûr qu'ils vont toucher un peu de leur auditoire, mais voilà. Toi, quand tu parles aux gens, euh, quand tu fais tes shows, là, parce que moi j'appelle des shows, hein. Ah oui, j'ai fait même avec l'accent canadien, quand tu fais tes shows, et bien en fait, je trouve que tu parles aux gens, tu vois, et ça se ressent beaucoup, y compris à travers un écran, tu vois ce que je veux dire. On regarde, on écoute, on est captivé, même si tu reçois un peu François Hollande, hein, tu es d'ailleurs un des sosies officiels, hein, si mes souvenirs sont exacts, mais en fait, mais même malgré ça, tu vois, je voterai pour toi. Mais du coup, c'est captivant. Et c'est ça que j'essaye de mettre, de faire comprendre à mes élèves, enfin mes élèves, mes clients, comme on veut, leur dire, voilà comment ça doit se produire. Alors, en gardant sa propre énergie, hein. Tout le monde n'a pas cette énergie qu'on a débordant comme ça et tout ça. Mais je trouve que, avant toute chose, ce que je leur dis souvent, je pense que tu vas me rejoindre, je l'espère, c'est que souvent je leur dis, c'est quoi ton objectif quand tu vas te parler? Et beaucoup me disent, oui, j'ai envie de captiver mon auditoire, je veux ceci, je veux cela. Bon, c'est bien, bah, bullshit. Parce que, en fait, moi, je te repose après la question, c'est au moment où tu vas rentrer sur scène, c'est quoi ton objectif? Essaye de te mettre. Et là, les gens me disent souvent, bah, je voudrais pas bafouiller, je voudrais pas ceci, tu vois, je voudrais pas cela. Or, ton objectif, ça doit rester le même. Tu vois ce que je veux dire? Le premier, l'initial, celui qui est de captiver, de faire, de donner ta passion. Tu vois ce que je veux dire? C'est certainement pas d'imaginer que tu vas bafouiller. À la limite, ça t'humanise. Je t'ai déjà vu bafouiller un petit peu parce que tu te trompes sur un truc, mais c'est humain, c'est super. C'est super, tu es un humain, tu vois. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à leur donner à ce niveau-là? Mais oui, bon, enfin, j'ai plein de conseils. En fait, il y a tout à faire en France parce que je vais rebondir sur plein de choses, sur ce que tu as dit, parce que dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir, si tu m'autorises. Rebondis, rebondis, Euh, boing, vas-y. la première chose à laquelle je veux rebondir, c'est que en France, on est tellement mauvais à l'oral que dès qu'il y a quelqu'un qui parle un petit peu mieux que les autres, direct, wouhou, il est génial, qu'est-ce qu'il a bien parlé. Et en fait, quand tu parles bien, tu te dis, mais en fait, c'était de la merde comme les autres. Et beaucoup se trompent avec ça parce qu'ils parlent un peu mieux que les autres, parce qu'ils sont un peu plus à l'aise que les autres. Ça y est, ils pensent qu'ils sont des bons orateurs. Pareil pour l'audience. L'audience, c'est est-ce qu'il a bien parlé parce qu'il parle un peu mieux que les autres. Mais si on est baigné un petit peu dans la culture anglo-saxonne, on est à des années-lumière de ce qui se passe là-bas sur scène. Voilà, on en est vraiment loin. Juste être à l'aise à parler en public ne va pas faire d'un orateur un excellent conférencier, voire même un excellent orateur. Ça, c'est des gens qui ont du bagou. D'ailleurs, ceux qui ont du bagou, ils se reposent d'ailleurs là-dessus. Et Oui. très souvent, leurs interventions sont décousues, ça part dans tous les sens, ils explosent le temps. Tu sais même pas de quoi ils ont parlé parce que c'est parti dans tous les sens. Oui, ils ont bien parlé, puis so what? Ceci m'amène vers ton deuxième point dans ce que tu as dit, c'est pourquoi on parle. Et là où je me désole un petit peu, alors, ce que tu n'as peut-être pas vu ou parce que tu n'en as pas parlé, parce que tu n'as peut-être pas, tu ne sais pas encore, mais j'ai fondé une école. J'ai fondé l'école de conférenciers professionnels. Si, je l'ai vu, j'allais en parler. Eh bien, vas-y, parle-t'en. D'accord. Et donc, dans le cadre de cette école, je reçois énormément de candidatures parce que tout le monde ne rentre pas dans mon école. Il faut candidater et chez moi, il faut monter patte blanche parce que c'est une école de très haut niveau. C'est pas une école de prise de parole en public. Mhm. C'est pas une école de théâtre non plus. Et je me rends compte que la plupart des gens qui m'appellent sont des gens qui veulent faire des conférences pour une seule raison, pour briller. Ouais.
pour briller. Juste pour briller. Juste pour briller. Donc, je leur dis, vous faites du théâtre. Faites du théâtre. Vous brillerez aussi en faisant du théâtre. Euh, donc, ça me mène encore à aller encore plus loin vers l'intention. Tout à l'heure, tu disais très justement, avant de rentrer sur scène, pourquoi tu donnes une conférence. Ou en tout cas, effectivement, les gens qui disent il ne faut pas que je bafouille, il ne faut pas que j'oublie, ça va alimenter une seule chose, c'est ton trou de mémoire et c'est ton trac. Et tant que tu es centré sur toi, ton trac va être là et va te bouffer. En revanche, sur scène, c'est trop tard de penser à tout ça. C'est déjà beaucoup trop tard. Quand tu viens sur scène, tu n'es plus là pour toi, tu es là pour ton audience. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Quand tu es sur scène, tu es là pour ton audience. Tu es là pour faire un cadeau à ton audience. Quel est le cadeau que tu vas faire à ton audience? Et ça, c'est une réflexion par laquelle je fais passer tous mes élèves. Quand tu viens sur scène, qu'est-ce que tu offres comme cadeau? Ensuite, avant de commencer à écrire une conférence, commence par l'écrire par la fin. Comme quand tu fais un voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une conférence, c'est du storytelling. Ce n'est pas juste du contenu ou du blabla, c'est du storytelling. Il faut inviter ton audience à voyager parce que tout le monde aime qu'on leur raconte des histoires. D'ailleurs, des conférenciers qui ne racontent pas d'histoire sont absolument chiants. Encore faut-il savoir bien raconter l'histoire. Mais quand on va en voyage, donc si on invite notre audience en voyage, eh bien, qui dit voyage dit destination. Eh bien, on ne part pas en voyage si on ne connaît pas la destination. Donc, si demain tu veux aller à New York, eh bien, tu sais comment tu peux y aller. Tu peux y aller en bateau avec une croisière, tu peux y aller en avion, tu peux y aller en low cost, tu peux y aller en business class, tu peux aller en business economy, tu peux aller à la nage, j'en sais rien, moi, tu fais ce que tu veux. Mais on est obligé de connaître la destination pour pouvoir aller quelque part et connaître l'intention. Et en conférence, je pose à mes élèves, et ça c'est inclus dans ma pédagogie, on commence l'écriture de sa conférence par où veux-tu mener ton audience? Que veux-tu qu'elle retienne? Et que veux-tu aussi qu'elle fasse? Quel est ton appel à l'action? Que veux-tu qu'elle retienne de toi en tant qu'individu? Que veux-tu qu'elle retienne de ton expertise en tant que professionnel? Et que veux-tu qu'il fasse en tant qu'audience? Une fois que tu as répondu à ces 3 questions, ça va t'aider à écrire ta conférence parce qu'à chaque fois que tu écris, tu vas te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de dire alimente ma destination? Sinon, tu l'enlèves. Et là, on vient avec un autre problème, c'est que beaucoup de gens se trompent, beaucoup d'experts se trompent, beaucoup d'experts qui viennent d'ailleurs du monde du coaching ou de la formation et confondent formation et conférence. Beaucoup pensent qu'en donnant une formation devant 200 personnes, on a fait une conférence. Tu as juste fait une formation, on s'est tous fait bien chier. C'était intéressant, mais ce n'était pas une conférence. C'était une formation devant 200 personnes, c'est tout. Donc là aussi, il y a des subtilités. Donc pourquoi je dis ça? C'est pour comprendre que on doit mener notre audience avec nous dans un discours qui les embarque vers un résultat. Ce résultat, c'est la destination. Si tu ne le connais pas, tu vas aller dans tous les sens. Un conférencier, c'est quelqu'un qui va faire rêver, qui va transporter son audience par différents ascenseurs émotionnels. Donc, il y aura de l'humour, il y aura peut-être des pleurs, il y a du rythme dans la voix, dans le texte, dans le contenu. Ce sera documenté, il y aura des histoires, vraies ou pas, ça peut être. Et c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc, en formation, on apprend le métier de conférencier et tous les élèves qui sortent de cette formation se disent on n'avait pas imaginé la complexité de ce métier et de tous les requis qu'il y a pour pouvoir faire d'une conférence quelque chose de mémorable et d'inoubliable. Bien, alors vraiment là, tu m'as, ça me fait plaisir que tu dises tout ça et très bien dit d'ailleurs. Ça a l'air très intéressant. Du coup, alors n'hésitez pas, hein, allez, si vous voulez vraiment devenir un conférencier, c'est-à-dire un métier de conférencier, allez-y. Peut-être que je viendrai. Et du coup, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Tu vois, le côté, je commence par la fin et j'arrive, tu vois, quelque part, c'est un peu, quand tu crées ton entreprise, c'est un peu la même chose. On va créer, en fait, ni plus ni moins, le Dans plan. ton business plan, tu as besoin d'un objectif. Et Voilà. si tu viens à la banque et que tu n'as pas un objectif, même si tu es impalpable, tu as besoin d'un objectif. Tu ne peux pas. Et c'est pareil pour n'importe quel objectif. Et une conférence, pareil, tu ne peux pas aller sur scène si tu ne sais pas où tu vas mener ton audience. C'est aussi simple que ça. Et Dieu sait qu'on le voit, ça, souvent. C'est-à-dire que c'est ça que ça me désole, en fait. Alors, pas ce que tu dis, hein, évidemment, mais ce qui me désole parfois, c'est ça, c'est de constater que, tu vois, on va dire, et tu as raison, il y a des gens qui vont faire des conférences, qui font des formations. Là, concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent. Moi, j'ai été assister récemment à une conférence sur tout ce qui était réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, ça n'a pas été une conférence, c'était effectivement une formation. On met ça, on clique et tout ça. Je voyais pas, c'était chiant à mourir. Et c'est vrai qu'à la fin, et tu as raison, comme il parlait un peu bien, c'est-à-dire qu'il avait une sorte d'éloquence, la personne qui faisait ça,
tout le monde dit oh, c'était super, c'était super. Nous qui sommes des professionnels, on ne va pas dire c'est nul parce que tout n'est pas nul, bien évidemment. Mais je veux dire, il aurait tellement pu mieux faire. Tu comprends? Et lorsque je me suis approchée de cette personne en lui disant bah, voilà ce que je fais, et en quoi on pourrait améliorer ta prestation, alors je ne lui ai pas sorti ça comme ça, j'ai mis un peu plus de forme, mais tu vois, je lui ai dit. La seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit non merci, je n'ai besoin de rien. On aurait dit que je vendais des tapis, tu sais. Non merci, j'ai besoin de rien. C'est la raison pour laquelle, et ça fait partie de mon mode de fonctionnement, je ne donne pas de conseils à ceux qui n'en demandent pas. Tout simplement. Eh bien, je note. Et personnellement, je trouve ça très important parce que qui suis-je pour aller vers les autres? Je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Ah ouais. Voilà. Et si les gens estiment qu'ils sont bons, tant mieux ou tant pis pour eux. J'ai envie de te dire, moi, tout ça, j'ai dépassé tout ça. Donc, Donc, je note, je ferai. avec vraiment toute l'expérience que j'ai, je vois les gens. En général, aujourd'hui, je bénéficie d'une toute petite notoriété. Et quand les gens me voient dans la salle, parfois même ça les impressionne, ça me fait sourire un peu, ça les impressionne alors que moi je m'en tape en fait. Et si les gens ont vraiment envie de conseils, ils viennent me trouver. Mais jamais, jamais, je ne prends l'initiative de conseiller les autres. Parce que s'ils ont envie de conseils, s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils n'en ont pas envie, c'est qu'ils ont peut-être peur, c'est qu'ils ne sont pas prêts, ou qu'ils sont très arrogants et pensent qu'ils sont bons. Et de toute façon, ce que tu pourrais dire va faire de toi un salaud. Donc voilà. Oui, un voleur ou je ne sais quoi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que. Alors, je te rejoins sur ce point aussi. Je vais le noter. En tout cas, je n'irai pas là où on n'a pas besoin de moi, en fait. Hein, tout simplement. Non, parce qu'en fait, on se positionne comme des experts ou des pros de la prise de parole en public, ouais, voilà. mais on t'a rien demandé. Ouais, c'est un principe de vie. Voilà, c'est un principe de vie. C'est On m'a vrai, rien demandé. Et c'est c'est toi, pas. rien demandé. Non, mais c'est juste l'expérience de la vie qui m'a amené à cette conclusion. C'est qu'à force de recevoir des claques dans la tronche, en vrai, tu dis si tu veux des conseils, bah, tu viens les trouver. Aujourd'hui, on peut me trouver. Et voilà. Mais voilà, je ne me mêle plus des affaires des autres. Je suis là et je suis souvent là en tant qu'observateur, point. Et ça me suffit largement. Je vais rebondir à nouveau sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi un autre problème que je veux partager avec toi qui fait qu'en France, on a de très mauvais orateurs. C'est pas qu'en France, ça c'est vraiment propre à l'homme, hein, parce que moi qui voyage beaucoup, je l'ai constaté, c'est que quand on est expert, on a l'impression, en tout cas c'est pas l'impression, on a l'envie d'être généreux, et le piège dans lequel beaucoup d'orateurs tombent, c'est d'en dire trop dans une conférence, et de faire des conférences de 2 ou 3 heures. Je te disais que ma première conférence a duré 3 heures. 3 heures, ouais. Indigeste, c'est indigeste. Alors si moi j'ai tenu 3 heures, c'est parce que je suis fou et que j'avais une énergie de malade. Mais 3 heures de conférence, c'est indigeste pour le commun des mortels. 1h30 est la grande limite pour une conférence. Et quand tu dis aux gens qu'il faut faire une conférence de 45 minutes, parce qu'en entreprise, c'est 45 minutes, c'est le format keynote, tu leur dis qu'il va falloir faire une conférence de 45 minutes, tu dis, mais c'est pas possible, je vais jamais avoir le temps de tout dire. Mais on te demande pas de tout dire. C'est ça le truc. En fait, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait maintenant des années que je vais tous les ans à la National Speaker Association aux États-Unis, c'est l'association conférenciers professionnels aux États-Unis. Et tous les ans, je vais aux conventions de conférenciers où se réunissent 1500 conférenciers du globe entier. Et donc, je suis inspiré. Il y a des ateliers, donc vraiment des conférenciers anglo-saxons, et c'est absolument fabuleux. Et un jour, un de ses mentors m'a dit, en conférence, en fait, tu n'es pas là pour tout donner, tu n'es pas là pour gaver les gens, tu es là pour exposer 5 à 10% de tes connaissances, pour susciter, leur donner envie d'en savoir plus tard. Une conférence, c'est pas un condensé de ta connaissance, c'est pas pour se la péter, c'est pas une question de générosité, c'est qu'à un moment donné, au niveau cérébral, on peut retenir que quelques points essentiels. Concentre-toi sur 1, 2, 3 points que tu vas développer hyper bien, dans lesquels on va comprendre que tu es un expert et dans lesquels on va savoir que tu en sais beaucoup plus. Et on va même avoir envie d'acheter ton livre, on va avoir envie de t'appeler, on va avoir envie d'acheter tes formations. Mais une conf n'est pas un condensé ou un concentré de toute ta connaissance. C'est une erreur de penser que c'est de la générosité. Au contraire, c'est de l'indigestion. Ça, c'est super comme tips, on va dire. Ça, c'est le langage. C'est important. Hein, c'est important. Oui, c'est important et d'autant qu'on le voit. On le voit. Alors, moi, je rajouterais aussi sur ça, c'est que vulgarise tes propos. Je m'explique. Il y a certaines conférences qui parlent, ce sont des experts qui parlent à des communs des mortels, on va dire, avec des mots d'experts. Et parfois, ça, c'est indigeste aussi parce que les gens ne comprennent pas tout. Moi, je suis passionnée par les neurosciences cognitives. Bon, on parle de neurosciences, on arrive à comprendre. Mais j'ai assisté récemment à une conférence sur
l'importance des neurosciences dans la musique. Je suis musicienne. Et la personne ne parlait qu'en termes vraiment d'experts, en fait. Et même moi, si je m'intéresse à cet aspect, je n'ai pas tout compris, tu vois. Et donc, je rajouterai à ce que tu viens de dire, et qui est fondamental, vulgarise tes propos, fais en sorte que être compris du plus grand nombre, en fait. Et ça, c'est probablement une autre chose qui est également complexe et qui fait aussi la particularité des bons conférenciers, c'est qu'ils sont capables de modéliser ou de vulgariser ce qu'ils disent. Voilà. Et outre vulgariser, il y a aussi dédramatiser, parce qu'il se peut très bien que ton sujet soit très dramatique et tu n'es pas là pour plomber l'ambiance et de faire en sorte que les gens sortent avec une nausée ou envie de vomir. Là, tu passes à côté de la mission parce que si tu veux pousser les gens à l'action, il vaut mieux les faire avec quelque chose de positif que de négatif. Et aujourd'hui, les neurosciences l'expliquent ça aussi. Hein. Oui. Donc, attention à tout cela, c'est vraiment très, très important, effectivement. Et maintenant, je te remercie en tout cas de tous ces conseils qui sont vraiment très riches, y compris pour moi-même. Question, c'est quoi ton futur, toi? Tu vois, en conférence, c'est quoi à part le fait de m'épouser, mais tu es déjà mariée, mais sinon, c'est quoi ton futur? Alors, mon futur, c'est de passer des étapes qui sont des étapes internes et inhérentes au métier de conférencier professionnel. C'est d'avoir mon CSP. Donc, CSP, c'est Certified Speaker Professional. C'est une certification américaine et internationale dont seulement 7% des conférenciers autour du globe l'ont. Donc, c'est un gage de qualité. Donc, si parfois tu vois CSP derrière, ce sont des conférenciers qui ont déjà donné plusieurs centaines de conférences et fait un chiffre d'affaires conséquent pour y arriver. Et ensuite, donner plus de conférences à l'international parce que comme je parle aussi anglais, c'est de m'externaliser. Alors, j'ai déjà fait des conférences en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. J'ai déjà fait plusieurs conférences un petit peu partout en Europe, en anglais et en français. Donc, moi, c'est de m'internationaliser, de passer à un niveau supérieur. Et puis de donner plus comment dire, pas plus attention, c'est pas le cas parce que j'aime donner des conférences, mais disons que mon école de conférencier commence à prendre une ampleur incroyable. Je rentre dans ma 3e année et je bénéficie déjà d'une très très grosse notoriété. On a des listes d'attente de plus de 80 personnes pour des formations de 12 personnes et nous sommes déjà pleins jusqu'en février 2021 pour donner une idée. Oh la vache. Bon, c'est bien pour toi, mais… Donc, oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, je suis passé donc, je donnerai toujours des conférences. Je donnerai des conférences plus à l'international. J'en donnerai peut-être moins, mais plus cher, encore plus cher. Ça me permettra de dégager plus de temps. Et aujourd'hui, j'estime être passé à un stade. En revanche, ça ne faisait pas partie de mon rêve. Parce que quand on rêve à quelque chose et qu'on réalise un rêve, c'est quand on est dans ce rêve qu'on se rend compte que c'est encore plus grand qu'on avait imaginé. Parce qu'il y a toujours des facteurs inattendus. Et le facteur plus grand, c'est que je n'avais jamais imaginé un jour moi-même créer une école dans laquelle moi-même j'allais former d'autres conférenciers. Et ça fait partie d'un rêve futur, c'est de faire de cette école une institution. Et je suis dans une phase où j'ai envie de transmettre parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être celui que moi, j'aurais aimé rencontrer en 2006 quand j'ai galéré tout seul dans mon coin, en autodidacte, avec toutes les merdes que j'ai vécues. Aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je fais gagner des années à ceux qui rentrent dans mon école. Et j'ai envie d'être celui que j'aurais aimé rencontrer à l'époque. En fait. Et ton école, tu l'as créée pour ça, en fait, parce que tu t'es dit, à un moment donné, tiens, moi, j'aimerais aider ceux qui veulent devenir conférenciers. Même pas, parce que je suis égoïste, en fait. Je vais t'expliquer. En fait, j'étais très bien à donner des conférences. J'adore ça, faire de la scène. Tu sais, je suis arrivé en 2018, j'ai fait 100 conférences en une année. 100 conférences, c'est l'équivalent d'un artiste qui fait une tournée. C'est un truc de fou, hein. 100 dates, c'est 100 dates plus les déplacements. Donc, entre 180 et 200 jours par an, t'es parti. Donc, moi, je kiffe grave. Et en égoïste, je pouvais vivre ça jusqu'à la fin de ma vie. Sauf que c'est les opportunités qui sont venues vers moi. Ce sont les gens qui sont venus me trouver, les professionnels. Ça a commencé par des gens qui m'ont demandé si je pouvais les coacher. Michel, tu donnes une super conférence, tu peux m'aider à écrire la mienne. Et j'ai commencé à en coacher 1, puis en coacher 2, puis j'ai commencé à en coacher 10, puis 20. Puis je me suis dit, voilà, donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et comme je n'ai pas le temps de faire du coaching individuel, je n'ai plus le temps de faire du coaching individuel, l'idée était venue effectivement de faire une école de conférenciers avec 2 autres collègues qui sont venus vers moi de façon très autonome. Ça ne dit pas que c'est une école. On a créé l'école, on l'a fait ensemble la première année, ensuite on s'est séparés parce qu'on n'était pas d'accord, tout simplement, comme beaucoup de partenariats. C'est arrivé, ouais. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais l'école aujourd'hui, elle me correspond, elle me ressemble.
Et aujourd'hui, je forme des promos de 12 personnes à la fois, des formations qui durent 4 mois, avec à la fin de la formation une présentation sur une vraie scène parisienne avec de 200 personnes à 250 dans la salle, filmées par des caméras, photographiées avec des photographes, avec des agences de conférenciers qui sont partenaires de l'école, parce qu'aujourd'hui, je bénéficie de cette notoriété, de la confiance d'agences qui viennent même soutenir mon école et ce n'est pas négligeable. Donc, c'est une formation qui est au point. J'ai des intervenants externes, comme par exemple Richard Cross de la Star Academy, Richard Cross qui est le coach vocal, et d'autres acteurs, comédiens, des comédiennes comme Olivia Moore, par exemple, qui est sur Internet, qui fait des sketchs, qui fait des cours sur Europe 1, qui a ses propres spectacles à Paris également. Donc voilà, c'est une école de haut niveau, parce que si tu veux devenir professionnel, il faut du haut niveau. Tu me donneras le lien, je le mettrai dans la description. Le lien, tout simplement, c'est écoledeconférencier.com avec entre chaque mot des traits d'union entre chaque mot. C'est pas difficile, tu mets école de conférencier sur Internet, tu vas la trouver. Hein. De toute façon, le lien, il sera en bas au moment où ce sera enregistré. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est prendre une envergure plus internationale avec mon CSP, donc par conséquent vendre mes conférences à l'international, donc beaucoup plus cher, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, un très bon conférencier vend ses conférences entre 5 et 8 000 euros. D'accord. Aux États-Unis, c'est entre 10 000 et 20 000 dollars. Oui, condition sine qua non, c'est que tu parles anglais. Quand tu parles anglais, bien entendu. Hein. Ou alors, tu apprends ta conférence entièrement en anglais, mais après, ça va être… Ouais, mais bon, il faut vraiment parler anglais parce qu'à un moment donné, quand tu vas interagir avec le public ou s'il se passe quelque chose dans la salle, si tu parles pas anglais, tu es vraiment dans la merde. Quoi. Donc, il faut vraiment parler anglais parce que bon, il arrive qu'il se passe un truc dans la salle, tu réagis, il faut laisser une fenêtre d'ouverture pour un minimum d'improvisation, de rebondissement par rapport à ce qui se passe dans la salle. Et comme tu disais tout à l'heure, très très justement, beaucoup trop de conférenciers francophones parlent, ils sont dans leur bulle. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Beaucoup font les 100 mètres et on est là, on aimerait te parler. Dans l'épaule. Contact avec toi. Et un vrai conférencier, un contact visuel avec son audience. Et quand tu vois ton audience et quand tu parles aux individus, tu vois qu'il se passe des trucs et parfois tu as le besoin de réagir ou de faire une improvisation. Ouais, c'est ce qu'on fait en France. On va même interagir, histoire de rire aussi. Hein. Ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Donc, du coup, le CSP, je te souhaite de le réussir. Il y a pas… Je sais, pour l'avoir un peu étudié, c'est quelque chose qui, effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir un gros parcours de conférencier derrière, avoir accumulé un chiffre d'affaires assez conséquent, pouvoir aussi le faire en English. Je connais un peu Christine Morlaix, en fait, je dois la connaître, conférencière à ce niveau-là, qui fera partie de mes prochaines… qui fera aussi sur la chaîne. Pour l'instant, non, mais qui a aussi le CSP. Et du coup, moi, c'est par ce biais-là aussi que, tu vois, j'ai beaucoup de chemin à faire me concernant pour avoir, pour l'instant, la prétention d'avoir ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir que je fasse quelques années. Il faut déjà commencer par pouvoir répertorier 250 conférences payées. Voilà, c'est ça. Payées. Et puis, donc, j'ai longtemps à faire. Mais j'ai long à faire et puis je pense que même en donnant de mon expertise, moi-même j'ai beaucoup de choses à apprendre. On apprend tout le temps. On apprend beaucoup en enseignant aux autres. On Exactement. Énormément sur nous-mêmes. C'est justement en mettant en place une pédagogie, celle que j'ai créée pour l'école, parce que bien entendu, la pédagogie que j'ai créée, je n'ai pas tout inventé. J'ai reçu moi-même de la pédagogie d'autres collègues homologues américains. Donc, il y a des choses que je n'ai pas inventées clairement et je ne vais pas m'attribuer ce qui ne m'appartient pas. Mais néanmoins, il y a des parties dans la pédagogie que j'ai développées moi avec ma propre expérience. Et je me rends compte qu'en enseignant, tu prends conscience effectivement de ce que tu fais. Et le fait de prendre conscience, tu deviens toi-même meilleur. Et à nouveau, c'est un principe de vie. C'est en partageant que toi-même, tu deviens meilleur. Ah ben, clairement. C'est d'ailleurs pour ça… que je partage et que toi aussi. Enfin, je pense que c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens, beaucoup. Alors, je vais arrêter avec ça. Beaucoup de gens, c'est pas vrai, mais il y en a beaucoup qui vont garder leurs connaissances, qui vont avoir peur du partage, qui vont avoir peur qu'on leur vole les idées, qu'on leur copie leur propriété. C'est très franco-français, ça. Hein. Oui, c'est très franco-français parce que tu ne retrouves pas ça dans les pays anglo-saxons. À nouveau, c'est un problème très franco-français. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis l'un des rares conférenciers francophones à avoir mes conférences intégrales sur Internet. Quand tu regardes, les Français, ils n'osent pas. On va me piquer mes idées. Il ne va pas y avoir d'effet de surprise.
Et c'est très franco-français, C'est ça. exactement ça. Mais le fait d'avoir des conférences intégrales sur Internet m'en fait vendre encore plus parce que le client, lui, quand il veut acheter, il veut pas voir des extraits. C'est comme pour les extraits de films pour le cinéma. Tu as vu un teaser. Oh, le teaser, ça pète dans tous les sens et tu vas au cinéma, ça t'a déçu. Et le client n'est pas dupe. Il veut voir ton énergie du début à la fin. Et d'ailleurs, pour un CSP, tu dois pouvoir avoir une vidéo de conférence intégrale uncut, donc non coupée, pour Ouais. qu'il puisse te voir en conférence. Mais il faut pas être malin, je sais quand même un tout petit peu parler anglais. Uncut, j'avais compris. J'ai un peu de maîtrise. Non, toi, oui, mais peut-être d'autres qui ne regardent pas, j'en sais rien. Excusez-nous, c'est pour les initiales. Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'avant de candidater pour mon CSP, j'ai quand même fait une bonne première répétition. C'est que j'ai mon FPSA, ce que tu peux voir sur Facebook, il y a marqué Michel Poulard, Ouais, FPSA. ouais. Eh bien, c'est un CSP britannique. Et je suis le seul en France à avoir un CSP britannique qui est le FPSA. C'est le Fellowship Professional Speaker Association. Et je suis le seul en France à l'avoir. Et ça, Je me demandais ce que c'était ton FPSA. voilà, FPSA, c'est un CSP britannique en fait. D'accord. Et voilà, comme c'est mon métier, je suis quand même assez fier d'avoir réussi à avoir ce jalon-là. Mais il faut être fier de ce que tu es et puis tu peux l'être parce que c'est vraiment inspirant ce que tu fais. J'espère qu'on a inspiré, mais surtout qu'on a fait prendre conscience aux gens que conférencier, c'est un métier, c'est ça que je voulais dire. Absolument. Ça, c'est bien plus que bien parler en public. Vraiment. Exactement, voilà, c'est ça. C'est autre chose que je vais faire une conférence, parce que ça peut être je vais faire une conférence parce que je suis invitée pour prendre la parole sur une thématique et auquel cas, tu n'es pas pour autant conférencier, tu participes à une conférence. Et conférencier, c'est vraiment un métier, c'est un métier merveilleux que je trouve merveilleux pour pouvoir vraiment le vivre à fond après. Mais je trouve que c'est un métier merveilleux, c'est un métier plein de richesses, mais c'est un vrai métier qui demande aussi comme tu l'as dit tout à l'heure, on va se planter, on est obligé de travailler sans relâche pour pouvoir être, alors j'allais dire plus à l'aise, c'est pas nécessairement plus à l'aise, mais comprendre en tout cas. Oui, c'est plus à l'aise aussi et comprendre, avoir des prises de conscience, mais tester. Et en Voilà. fait, je dis beaucoup, et quand je commence la formation à l'école de conférencier professionnel, je dis à tous mes élèves que le métier de conférencier professionnel s'apparente beaucoup à un métier d'artiste de scène. D'ailleurs, c'est un métier de scène, point barre. C'est vraiment un métier de scène dans lequel il faut aussi maîtriser les techniques de la scène, mais même les technologies techniques de la scène, c'est l'éclairage, c'est le son, c'est le micro, c'est une table de mixage. Ça va même jusque-là, je vais même jusque-là. Je sais, je suis un taré, mais c'est un métier de scène. Et quand j'apparente ça au métier de scène, les similitudes ne s'arrêtent pas que là. C'est les grands humoristes, avant d'aller à l'Olympia, ils font d'abord des petites salles en province. Ils testent dans des salles à 30, 40, 50 personnes. Ils testent des blagues par-ci, des blagues par-là. Et avant de pouvoir prétendre à faire des grandes conférences, ils ont fait de grands spectacles. Ils ont fait leur show déjà 50, 60 à 100 fois avant de pouvoir faire des grandes salles. Et un conférencier, c'est pareil. Testez. Trompez-vous un max, regardez et soyez surtout à l'écoute de votre public, regardez ce qui marche et ce qui ne marche pas, et retenez tout ça, quoi. C'est vraiment très, très important. Mais trompez-vous souvent avant de pouvoir être bon. Aujourd'hui, j'ai fait, je vais parler de moi parce que j'adore, regarde, attention, je m'aime. Aujourd'hui, j'ai fait un atelier de storytelling, d'accord? L'atelier de storytelling, à chaque fois que les personnes se trompaient, alors on faisait de l'improvisation, d'accord? On faisait de la gestuelle, enfin bref. Et à chaque fois que les personnes se trompaient, on était en cercle, eh bien on applaudissait la personne qui se trompait, mais vraiment avec des grands hurrahs. Et ce que j'essayais de véhiculer par là, c'était justement le principe de l'échec. C'est-à-dire qu'en France, on va te tuer, ah t'es nul. Donc les gens, on faisait de l'impro et ils étaient tétanisés parce qu'ils avaient peur du regard de l'autre, qu'ils avaient peur de se planter. On est sur de l'impro. Tu ne vas pas te planter, tu t'improvises. Et même si tu te plantais parce que tu n'avais pas suivi le geste, voilà, eh bien ce qu'on faisait, c'est que tu vas tourner autour de nous et on va t'applaudir, t'acclamer et tout ça. Et du coup, ça a créé, je l'espère, une dynamique qui a fait que leur faire comprendre que se tromper, c'est fondamental, je dirais presque. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, voilà, tu parlais de conférences, que les premiers, voilà, tu as eu du succès, puis d'un coup, il n'y avait plus personne. Et puis certainement qu'il y a des fois où tu es arrivé, ton truc, il ne marchait pas, ou tu as eu des merdes de ce genre, enfin, et tout ça. J'ai déjà tout eu, tout ce qui peut voilà, restaurer. c'est ce que j'allais dire. Tu as tout eu, voilà. Mais tout, même ce que tu n'imagines pas, ça m'est arrivé aussi. Donc, voilà. J'espère que le jour où voilà. Et vraiment, voilà, c'est ce genre de choses. Mais néanmoins,
Ben, c'est comme ça que tu apprends et c'est pas pour autant que tu as arrêté. Si je peux te donner un tuyau, quand je donne des formations auprès de dirigeants d'entreprise, parce que justement, on me demande aussi de former les dirigeants d'entreprise à la prise de parole, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de la politique, donc je forme aussi des politiciens à la prise de parole en public. J'ai même été conseiller en communication d'un candidat à la présidentielle lors des dernières élections. Donc, c'est aussi un aspect que je maîtrise, c'est même le discours politique. Donc, c'est vraiment toute la tablette de prise de parole en public entre le théâtre, le discours évangélique, la conférence et le discours politique, c'est pas mal. Quand je leur fais faire une formation et que je leur fais faire de l'impro, il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour dédramatiser, c'est de venir avec une boîte à outils qui est tout simplement de venir avec des déguisements, avec des perruques bleues, des perruques jaunes, un nez. Et en fait, le fait de mettre des perruques, ils sont tous ridicules dans la même salle, ils sont tous à la même enseigne. Et je leur demande d'improviser avec une perruque bleue, rose ou un nez. Et ça, le fait de dédramatiser, ça leur donne un espace d'ouverture et de confiance, du genre, comme on est tous ridicules, je me lâche. On est ridicule. Ça peut aider. Ça peut aider. Tu sais, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. C'est cadeau, c'est cadeau. Je t'offre pas, c'est cadeau. Bah, écoute, tiens, qu'est-ce que je pourrais t'offrir? Tiens, de l'eau. Non, mais voilà, ce sont des conseils qui sont très sympas. Pour ta générosité, je te remercie vraiment de nous avoir donné de ces conseils qui sont éclairés. Et puis vraiment, je t'admire et j'espère un jour que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en vrai. Si un jour tu passes en Belgique ou moi je vais dans le sud-ouest, j'ai encore mes parents dans le sud-ouest, je peux passer. Et du coup, est-ce que tu as une question à me poser ou pas pour te dire au revoir? Est-ce que tu as kiffé ce moment? J'ai kiffé ce moment. Et si je ne l'avais pas kiffé, j'aurais fait semblant qu'il y avait un problème de réseau. Non, non, c'est pas vrai. Mais j'ai kiffé ce moment, mais je savais que ça allait être un bon moment parce que tu es généreux et ça fait du bien. Et je vais mettre toutes les liens en fait se rapportant à ton école et puis tout ça, toutes les informations possibles, y compris sur ta chaîne YouTube parce que j'y suis allée et puis c'est intéressant effectivement. On y voit tes conférences. Alors, j'ai deux chaînes qui peuvent être. Alors, j'ai ma chaîne Michel Poulart, dans laquelle j'ai mes vlogs, mes voyages, mes conférences. Oui, et j'ai aussi la chaîne de l'école de conférenciers dans laquelle il y a des tuyaux pour donner des conférences. Qui peut être justement pour éviter d'avoir de confusion parce que j'ai plusieurs communautés. Pour éviter de leur donner du contenu qui ne les intéresse pas, j'ai créé deux chaînes spécifiques. Ouais, tandis que moi, j'ai créé la même. Carole Lacasse, t'attends quoi? Qui fait prise de parole et mentoring. Je ne sais pas comment je vais faire, mais… Justement, c'est avec ce genre de questions où je posais tout sur la table et je me suis dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai près de 10 000 abonnés sur ma chaîne. Et donc, pour éviter, comme ils ont quand même l'habitude de me voir en voyage, etc., j'ai voulu ne pas confondre les genres et j'ai créé donc deux chaînes, enfin une deuxième chaîne, et qui a vraiment la chaîne École de conférenciers professionnels et l'autre, c'est Michel Poulart. Bon, on va y réfléchir, moi, d'ici à ce que ça monte. En tout cas, je mets tout ça. Je te remercie beaucoup du temps. J'espère que ton fils est guéri. Là, il fait la sieste. C'est ce qui fait qu'on est tranquille, c'est qu'il fait la sieste là. Oui, parce que son petit enfant était malade. Oui, il est toujours malade d'ailleurs. Bon bébé, bon, t'inquiète. Et je te souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation. Merci, je vais Carole. encore dans tes aventures. Et vraiment, si tu passes en Belgique, hein, moi je suis pas très loin, on peut se boire une bonne bière ensemble. Hein. Volontiers. Merci, Carole. Bisous, Michel. Au revoir, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci.